154 Palais des Tuileries, 10 août 1792. Par la torride matinée du 10 août 1792, une foule de 20 000 insurgés parisiens composés de sans-culottes des quartiers populaires, de gardes nationaux des sections les plus radicales et de fédérés fraîchement arrivés de Marseille et de Bretagne marcha sur le palais des Tuileries, résidence du roi Louis XVI. Le manifeste de Brunswick avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, la preuve irréfutable de la trahison du roi. L'insurrection, soigneusement préparée par les sections parisiennes et les dirigeants de clubs radicaux comme Danton, avait un objectif clair, renverser la monarchie. Louis XVI, au lieu d'organiser une défense, commit son erreur fatale, il abandonna le palais avant l'attaque pour se réfugier à l'Assemblée législative toute proche, laissant derrière lui sa belle garnison de quelques 900 gardes suisses et plusieurs centaines de gentilshommes. L'assaut des Tuileries fut l'une des journées les plus sanglantes de la Révolution. Les gardes suisses, défendant un palais vide, ouvrirent le feu sur la foule, provoquant un massacre. Mais la supériorité numérique des assaillants fut écrasante. Après une bataille acharnée, le palais fut pris. La vengeance des insurgés fut terrible, la plupart des gardes suisses survivants furent impitoyablement massacrés. Alors que la bataille faisait rage, l'Assemblée législative se retrouva impuissante. Le roi, assis dans la galerie des sténographes avec sa famille, écoutait le bruit des canons décider de son sort. La victoire du soulèvement populaire ne laissa à l'Assemblée d'autre choix que de céder aux exigences des vainqueurs. Le même jour, elle vota la suspension du roi et son incarcération, avec sa famille, à la prison du Temple. Le pouvoir exécutif, en pratique, était assumé par un conseil exécutif provisoire dominé par l'imposante Gure de Danton. La chute de la monarchie, le 10 août, marqua la haine de la première phase, libérale et bourgeoise, de la Révolution. La monarchie constitutionnelle instaurée en 1791 avait duré moins d'un an. Le pouvoir n'était plus aux mains de l'Assemblée modérée, mais de la Commune insurrectionnelle de Paris, le nouveau gouvernement municipal radical qui avait mené l'assaut et imposait désormais sa volonté à toute la France. Cet événement, souvent appelé la « Seconde Révolution », eut des conséquences immédiates. L'Assemblée, sous la pression de la Commune, prit deux décisions cruciales. 1. Il réclama l'élection, au suffrage universel masculin pour la première fois, d'une nouvelle Assemblée constituante qui déciderait du futur régime de la France. Cette nouvelle Assemblée serait appelée la Convention nationale. 2. Sur le plan militaire, la chute du roi et la ferveur patriotique qui s'ensuivit eurent un et bouleversant. Le 20 septembre 1792, à la bataille de Valmy, une armée de citoyens soldats français, pour la plupart des volontaires, parvint à stopper l'avancée de l'armée prussienne, considérée comme la meilleure d'Europe. Valmy ne fut pas une grande victoire tactique, mais une victoire morale d'une immense portée symbolique. Elle démontra que l'armée de la Révolution pouvait vaincre. Le poète allemand Goethe, présent à la bataille, saisit immédiatement sa portée historique et écrivit « De ce lieu et en ce jour, une nouvelle ère de l'histoire du monde commence ». La chute de la monarchie inaugura la phase la plus radicale et la plus violente de la Révolution. Le vide du pouvoir à Paris, la paranoïa face à une invasion étrangère et la crainte d'un complot pénitentiaire, la rumeur selon laquelle des prisonniers aristocratiques et réfractaires se préparaient à massacrer des patriotes, conduisirent, début septembre, au massacre de septembre, où des foules de sans-culottes prirent d'assaut les prisons parisiennes et assassinèrent plus d'1 millier de prisonniers. C'est dans ce climat de guerre, de ferveur patriotique et de terreur que la Convention nationale fraîchement élue se réunit pour la première fois le 20 septembre. Le lendemain, 21 septembre 1792, sa première décision fut unanime et laconique, la monarchie est abolie en France. La première République française était née. Les événements du 10 août avaient détruit un trône millénaire, les événements de Valmy avaient sauvé une nation naissante. 155 La proclamation de la République, la Convention nationale. Le 21 septembre 1792, au lendemain de la victoire miraculeuse de Valmy qui avait stoppé l'invasion prussienne, les 749 députés de la Convention nationale nouvellement élus se réunirent à Paris.
Leur première décision, prise à l'unanimité, fut d'abolir la monarchie. Le lendemain, ils décrétèrent que tous les actes publics seraient désormais datés de l'an 1 de la République française. Par ces actes solennels naquit la première république de l'histoire de France, une république née de la guerre et de l'insurrection, et dont le destin serait marqué par la violence de ses divisions internes. La Convention nationale, élue au suffrage universel masculin, malgré un taux d'abstention très élevé, était une assemblée beaucoup plus jeune et plus radicale que ses prédécesseurs. Elle était composée presque exclusivement de personnalités bourgeoises, avocats, médecins, journalistes imprégnés de la philosophie des Lumières et de l'expérience politique acquise au cours des années précédentes. Dès le départ, la Convention était divisée en 3 factions majeures qui allaient se battre jusqu'à la mort pour le contrôle de la Révolution. Les Girondins, ils siégeaient à la droite de l'Assemblée. C'étaient les républicains les plus modérés. Ils représentaient principalement la bourgeoisie provinciale et se méfiaient profondément de la Commune et des sans-culottes de Paris, qu'ils considéraient comme des anarchistes et une menace pour la propriété privée. Grands orateurs, comme Vergniaud des Brissot, ils prônaient une république décentralisée, le libéralisme économique et un état de droit qui mettrait fin aux illégalités de la phase insurrectionnelle. Ils dominèrent la Convention dans ses premiers mois. Les montagnards, ils siégeaient aux plus hautes sphères de l'Assemblée, la montagne. Ils constituaient la faction la plus radicale et représentaient les intérêts de la Commune de Paris et des sans-culottes. Leurs chefs étaient des gurs charismatiques tels que Georges Danton, l'éloquent tribun du peuple, Camille Desmoulins, le journaliste, Jean-Paul Marat, le rédacteur en chef du virulent journal L'Ami du peuple, et surtout, Maximilien de Robespierre, l'incorruptible, avocat arasien qui deviendrait le théoricien et la gure la plus emblématique de ce groupe. Les montagnards défendaient une république centralisée, l'alliance avec le mouvement populaire parisien et l'adoption de mesures d'exception pour sauver la Révolution, quitte à suspendre temporairement les libertés. La Plaine ou le Marais, c'était le groupe le plus nombreux, occupant les sièges centraux et inférieurs. Ils n'avaient pas de ligne politique dénie et leur vote oscillait entre les Girondins et les montagnards. Ce sont eux, avec leur soutien changeant, qui décideraient du sort de la Révolution. Le premier affrontement majeur entre Girondins et montagnards, qui allait dominer l'ordre du jour de la Convention tout au long de l'automne et de l'hiver 1792, fut le procès du roi. Après la chute de la monarchie, le sort de Louis XVI, désormais simplement appelé « citoyen Louis Capet » et emprisonné au Temple, devint le principal enjeu politique. Les Girondins tentèrent par tous les moyens d'éviter le procès, ou du moins la peine de mort. Ils craignaient que l'exécution du roi ne déclenche une guerre générale en Europe et, surtout, ne renforce le pouvoir des radicaux à Paris. Ils proposèrent des solutions telles que l'exil ou un référendum populaire pour décider de son sort. Les montagnards, menés par Robespierre et le jeune et glacial Saint-Just, adoptèrent une position beaucoup plus radicale. Pour eux, le procès n'était pas une affaire juridique, mais politique. Comme Robespierre l'affirma dans un célèbre discours, Louis n'est pas un accusé, vous n'êtes pas des juges. Louis doit mourir, car il est nécessaire à la vie de la patrie. Pour eux, l'exécution du roi était un acte fondateur nécessaire à la République, un moyen de rompre irrévocablement avec l'ancien régime et de rendre impossible toute restauration monarchique. La mort du roi était le seul moyen de démontrer au monde que la Révolution ne reculerait pas. La découverte au palais des Tuileries du « cabinet de fer », compagnie secret contenant la correspondance de Louis XVI avec les cours étrangères et les nobles émigrés, scella son sort, prouvant sa trahison. Le procès eut lieu devant la Convention elle-même en décembre. Louis se défendit dignement, mais fut reconnu coupable de « conspiration contre les libertés publiques et la sûreté générale de l'État » à une écrasante majorité. Le vote sur la sentence, nominale et publique, fut beaucoup plus serré. Finalement, à une courte majorité, le roi fut condamné à mort sans condition. La proclamation de la République avait été le premier acte de la Convention, l'exécution de son ancien souverain serait le second. 156 L'exécution de Louis XVI, janvier 1793.
Par la froide et brumeuse matinée du 21 janvier 1793, place de la Révolution ancienne place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde, une foule immense et silencieuse entourait la potence où avait été érigée une nouvelle et efficace machine à tuer, la guillotine. Peu après 10 heures, une voiture arriva, escortée de gardes nationaux. De là descendit un homme de 38 ans, vêtu simplement, le citoyen Louis Capet, ancien roi de France. D'un pas ferme, il gravit les marches de l'échafaud. Il tenta d'adresser quelques derniers mots au peuple, commençant par « Peuple, je meurs innocent des crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont la cause de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez verser ne retombe jamais sur la France. » Mais le roulement des tambours, ordonné par le général Santerre, couvrit sa voix. Quelques secondes plus tard, la lourde lame de la guillotine s'abattit et le bourreau montra la tête du roi à la foule. Un cri tonitruant de « Vive la République » rompit le silence, et beaucoup se précipitèrent pour tremper leurs mouchoirs dans le sang du « tyran ». L'exécution de Louis XVI fut bien plus que la punition d'un homme, ce fut un acte rituel d'une profonde portée politique et symbolique. Elle marqua un tournant dans la Révolution française. Sur le plan politique intérieur, l'exécution du roi marqua la victoire définitive des montagnards radicaux sur les Girondins modérés. Les Girondins, qui avaient tenté de sauver le roi, furent discrédités, accusés par leurs ennemis d'être des « royalistes secrets » et complices de la tyrannie. La lutte pour le pouvoir entre les deux factions devint irréconciliable et, quelques mois plus tard, les chefs girondins furent purgés de la Convention et guillotinés. L'exécution du roi ouvrit la voie au pouvoir jacobin et à la dictature du Comité de salut public. Sur le plan symbolique, l'exécution constituait un acte de désacralisation totale de la monarchie. Pendant plus de 1000 ans, la personne du roi de France avait été considérée comme sacrée, loin du Seigneur, une gure paternelle et quasi divine. En exécutant le roi comme un simple criminel, la Révolution a violemment détruit cette mystique. La guillotine n'a pas seulement décapité un homme, elle a rompu le lien sacré qui, dans l'imaginaire collectif, reliait Dieu au pouvoir politique en France. C'était l'acte fondateur d'une ère nouvelle, une ère où la souveraineté n'aurait plus d'origine divine, mais résiderait exclusivement dans le peuple. Comme l'écrivait le révolutionnaire Joseph Fouché, le fer de la guillotine a tranché le nœud gordien qui maintenait la vieille France. Sur le plan international, les conséquences furent immédiates et dramatiques. L'exécution de Louis XVI provoqua une vague d'horreur et d'indignation dans toutes les cours d'Europe. Elle mit haine à toute sympathie que les monarques et les aristocraties européens auraient pu éprouver pour la Révolution. La Grande-Bretagne, jusque-là restée relativement neutre, expulsa l'ambassadeur de France. En réponse, la Convention déclara la guerre à la France. L'Espagne, les Pays-Bas et la plupart des États italiens et allemands rejoignirent l'Autriche et la Prusse, formant la première coalition contre la France. La jeune République française se trouve, au printemps 1793, dans une situation désespérée, en guerre avec presque toute l'Europe, menacée d'invasion sur toutes ses frontières, et en même temps déchirée intérieurement par une terrible insurrection contre-révolutionnaire qui éclate en Vendée, provoquée par le rejet de la constitution civile du clergé et par le recrutement massif de soldats pour la guerre. C'est cette situation de crise extrême, de « patrie en danger », pour la deuxième fois, qui justifia l'adoption de mesures exceptionnelles de plus en plus radicales. Pour faire face à la menace extérieure et intérieure, la Convention délégua le pouvoir à un nouvel organisme qui gouvernerait la France avec une autorité dictatoriale pendant l'année suivante. L'exécution du roi, loin d'apporter la paix, avait plongé la France dans une guerre totale et ouvert la voie à la période la plus sombre et la plus sanglante de la Révolution, la Terreur. 157 La Terreur, 1793-1794, le Comité de salut public et la gure de Robespierre. Après l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, la République française se retrouve en état de siège. À l'étranger, elle est en guerre contre une coalition de presque toutes les puissances européennes.
Sur le plan intérieur, la rébellion fédéraliste des Girondins en province et, surtout, la sanglante guerre de Vendée menacent de déchirer le pays. À Paris, la crise économique et la famine exacerbent la pression des sans-culottes, qui réclament des mesures radicales contre les spéculateurs et les « ennemis du peuple ». Dans ce climat de crise existentielle, la Convention nationale, désormais dominée par les montagnards, décide que pour sauver la Révolution, il est nécessaire de suspendre temporairement les libertés et d'instaurer un gouvernement de guerre impitoyable. Ainsi naît, au printemps 1793, la Terreur, une période d'un an durant laquelle la France est gouvernée par une dictature révolutionnaire qui utilise la violence d'État systématique comme principal instrument politique. L'architecte et théoricien de ce gouvernement d'exception était Maximilien de Robespierre. Dans un discours célèbre, il justifia la nécessité de la terreur avec une logique implacable: si le ressort du gouvernement populaire en temps de paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en temps de révolution est à la fois la vertu et la vertu, sans laquelle la terreur est fatale, la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est rien d'autre que la justice, prompte, sévère et inexorable. Pour Robespierre et les Jacobins, la terreur n'était pas une violence arbitraire, mais l'application nécessaire de la vertu républicaine pour purger la nation de ses ennemis et fonder une république de la vertu. L'instrument central de cette dictature était le Comité de salut public. Créé en avril 1793, ce comité de 12 membres, élu par la Convention, devint le véritable pouvoir exécutif de la France. Dominé par des personnalités telles que Robespierre, Saint-Just, Couthon et Carnot, le comité gouvernait par décret, contrôlait les armées, la diplomatie et l'économie, et supervisait un vaste réseau d'agents nationaux envoyés en province pour imposer son autorité. La terreur s'est manifestée dans plusieurs domaines. Terreur politique, son objectif était d'écraser toute opposition. La loi des suspects de septembre 1793 autorisait l'arrestation de quiconque, par sa conduite, ses relations, ses paroles ou ses écrits, s'était montré partisan de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemi de la liberté. Cette dénition incroyablement vague ouvrait la voie à une répression massive. Le tribunal révolutionnaire de Paris, sous la direction de l'impitoyable procureur Fouquier-Tinville, jugeait les suspects sommairement, souvent sans procédure régulière. La guillotine, installée en permanence place de la Révolution, devint le symbole de cette période, fonctionnant à un rythme réné. Les premières victimes furent les « ennemis » de la Révolution. La reine Marie-Antoinette fut exécutée en octobre, suivie des chefs girondins. Mais bientôt, la terreur commença à dévorer ses propres enfants. Terreur économique, pour satisfaire les revendications des sans-culottes et soutenir l'Organisation pour la reconstruction et le travail de guerre, le Comité de salut public imposa une économie dirigée. La loi du maximum général ca un prix maximum pour les produits de première nécessité et les salaires. Les spéculateurs et les accapareurs furent persécutés, et les usines d'armement nationalisées. Déchristianisation, sous l'impulsion des sans-culottes les plus radicaux, une campagne fut lancée pour éradiquer le christianisme. Les églises furent fermées, les objets sacrés profanés, les prêtres contraints au mariage et le culte de la raison, promu, allant même jusqu'à organiser une fête de la raison, dans la cathédrale Notre-Dame, transformée en temple de la raison. Robespierre, déiste et désapprouvant l'athéisme, tenta d'enrayer ce mouvement et de le remplacer par le culte de l'être suprême, une religion civique et rationnelle. Grâce à ces mesures drastiques, le Comité de salut public parvint à sauver la République. Une levée en masse fut décrétée, mobilisant tous les citoyens mâles pour la guerre et créant une armée de près d'1 million d'hommes. Cette nouvelle armée, animée par un élan patriotique, réussit à renverser la situation militaire et, à la haine de 1793, les troupes de la coalition furent expulsées du territoire français et les révoltes internes furent écrasées avec une brutalité effroyable, comme à Lyon et en Vendée. Cependant, une fois la menace militaire immédiate dissipée, la justification de la terreur commença à s'estomper. Mais la logique de la purge persista.
Au printemps 1794, Robespierre, cherchant à éliminer toutes les factions qui contestaient son autorité, guillotina d'abord les radicaux de gauche, les exagérés d'Hébert, puis les modérés qui réclamaient la haine de la terreur, les indulgents de Danton et de Desmoulins. Pendant quelques mois, Robespierre sembla être le maître absolu de la France. Mais en éliminant ses rivaux, il s'était complètement isolé. La Convention, terrier et consciente que n'importe qui pouvait être le prochain sur la liste, commença à comploter secrètement contre le tyran. La terreur avait atteint son paroxysme et était sur le point de se retourner contre son propre créateur. 158 Monologue du rire numéro 14, un citoyen essaie de comprendre le nouveau calendrier révolutionnaire. Un homme regarde un calendrier accroché au mur, complètement perdu, laissez-moi bien comprendre. Aujourd'hui, c'est Quintidi, la 3e décade de Thermidor, en l'an 2. Je veux dire. Jeudi. Ma femme m'a dit, on se voit le jour de la carotte. Mais quel jour est-ce? Avant, on fêtait la Saint-François et on savait qu'il était temps de faire la fête. Maintenant, on a le jour du navet, le jour du céleri, le jour du lapin. On dirait un calendrier de fermier déjanté. Et les mois? Brumaire, Frimaire, jour de neige. On dirait des maladies. De quoi est-il mort? D'un jour de neige éclair. Je veux retrouver dimanche. Dimanche me manque. Un homme regarde un calendrier sur le mur de sa cuisine, se grattant la tête avec une totale perplexité. Le calendrier est rempli de noms étranges pour les jours et les mois. Il se tourne vers sa femme, qui épluche des légumes. Chérie, j'ai besoin de ton aide. J'essaie d'organiser ma semaine, et ce nouveau calendrier est une énigme. Si je comprends bien, demain, on doit aller au marché. D'après ça, demain c'est. Il plisse les yeux. Duodie, de la première décade de Germinal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mardi. Un jeudi. On dirait une maladie de peau. Et le week-end, ce qu'était le week-end d'avant. Il n'y a plus de dimanche. Ils ont aboli le dimanche. Maintenant, on a le décadi, le 10e jour, qui est le jour de repos. On travaille 9 jours d'affilée. Les Buffauchamps ont de meilleures conditions de travail. Et les noms des jours, c'est dingue. Ma femme m'a dit l'autre jour, on se retrouve le jour de la carotte pour aller chez ta mère. Mais quel jour est-ce? Avant, on fêtait la Saint-François et on savait qu'il était temps de faire la fête et de bien manger. Maintenant, on a le jour du navet, du céleri, du lapin, du choueur. On dirait le calendrier d'un fermier avec trop d'imagination. L'autre jour, c'était le jour du cochon. J'ai passé la journée à me sentir ohancé. Et les mois? Avant, vous aviez vos mois habituels, janvier, février. Maintenant, nous avons Brumaire, Frimaire, Nivoso. On dirait des incantations de sorciers. De quoi est mort votre oncle? D'un nivoso soudain, avec des complications du ventoso. Et puis Thermidor, Fructidor. On dirait un menu de restaurant grec. En plat principal, je prendrai un fructidor grillé accompagné d'un pluviosu. Je te jure, ma chérie, l'ancien calendrier me manque. Il était ennuyeux, certes, plein de saints dont personne ne se souvenait. Mais au moins, on savait quand il était temps de se reposer. Je veux retrouver le dimanche. Le dimanche me manque. Et surtout, je veux retourner dans un monde où un jour s'appelle lundi, et non jour du topinambour. 159 Le Directoire, la réaction thermidorienne et une république plus conservatrice. Après la chute de Robespierre lors du coup d'État de Thermidor, un immense soupir de soulagement parcourut la France. La phase la plus sanglante de la Révolution semblait terminée. Les survivants de la Convention, pour la plupart des députés de la Plaine qui avaient soutenu la terreur par peur, démantelèrent rapidement les institutions de la dictature jacobine, le comité de salut public fut aboli, le club des Jacobins fermé et des milliers de prisonniers, suspects, furent libérés.
Cette réaction, dite « réaction thermidorienne », était menée par la bourgeoisie modérée, qui souhaitait désormais avant tout stabiliser la révolution, consolider ses acquis et mettre fin au chaos et au radicalisme des sans-culottes. Son objectif était de créer une république conservatrice, fondée sur l'ordre, la propriété et le pouvoir des « meilleurs », c'est-à-dire les riches et les instruits. Le nouveau régime, instauré par la Constitution de l'an 3, 1795, fut le Directoire. Cette constitution, en net recul par rapport à la constitution démocratique, bien que jamais appliquée, de 1793, cherchait à éviter à tout prix deux dangers, le retour de la monarchie et la dictature d'un seul homme ou d'une assemblée. Le suffrage censitaire fut réintroduit, limitant drastiquement le droit de vote aux citoyens payant un certain niveau d'impôt. Le pouvoir législatif, pour éviter la tyrannie d'une assemblée unique comme la Convention, fut divisé en deux chambres, le Conseil des 500, qui avait l'initiative de promulguer les lois, et le Conseil des Anciens, composé d'hommes mariés ou veufs de plus de 40 ans, qui approuvait ou rejetait les lois sans pouvoir les amender. Le pouvoir exécutif était confié à un directoire de 5 membres, élus par les deux chambres. Pour garantir l'instabilité et empêcher qu'un seul homme n'accumule trop de pouvoir, l'un des 5 directeurs, tiré au sort, devait être remplacé chaque année. Le directoire, qui dura 4 ans, de 1795 à 1799, fut une période d'instabilité chronique et de corruption profonde. La bourgeoisie thermidorienne, souvent enrichie par la spéculation et l'achat de biens nationaux, affichait un luxe ostentatoire contrastant avec la misère persistante des classes populaires. Le régime était constamment harcelé par une double opposition, qu'il réprimait impitoyablement, à droite, l'opposition royaliste, qui tenta à plusieurs reprises de restaurer la monarchie, comme lors de l'insurrection du 13 Vendémiaire, 5 octobre 1795, écrasée dans les rues de Paris par un jeune et ambitieux général d'artillerie nommé Napoléon Bonaparte. À gauche, l'opposition jacobine, qui aspire à un retour à la République sociale de 1793. L'épisode le plus marquant est la « Conspiration des égaux » de 1796, menée par Gracchus. Babeuf, mouvement souvent considéré comme la première tentative d'instauration d'un régime communiste, prônait l'abolition de la propriété privée. La conspiration fut découverte et ses meneurs exécutés. Politiquement, le Directoire était un régime faible, qui maintint son pouvoir grâce à une série de coups d'État visant à annuler les résultats des élections lorsqu'ils étaient défavorables au gouvernement. L'instabilité politique fut exacerbée par une crise économique galopante, avec une ination galopante qui rendit l'assignat, la monnaie papier de la Révolution, sans valeur. Pourtant, au milieu de ce chaos interne, la Révolution poursuivit son expansion militaire à l'étranger. Les armées de la République, désormais professionnalisées et dirigées par une nouvelle génération de jeunes généraux talentueux et méritants, remportèrent des victoires spectaculaires. Le plus brillant d'entre eux fut Napoléon Bonaparte. Sa campagne victorieuse d'Italie, 1796-1797, contre les Autrichiens fit de lui un héros national. Sa campagne d'Égypte, 1798-1799, exotique et subséquente, bien qu'un échec militaire, consolida encore sa légende. À son retour d'Égypte en octobre 1799, Napoléon trouva le Directoire complètement discrédité, haï du peuple et méprisé par une bourgeoisie qui n'aspirait plus qu'à un gouvernement fort, garant de l'ordre et protégeant ses biens. La situation était propice à un nouveau coup d'État. Cette fois, cependant, il ne s'agirait pas de sauver le Directoire, mais de le renverser et de mettre fin à la Révolution elle-même. 160 L'ascension de Napoléon, le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, qui mit fin à la Révolution. À l'aube brumeuse du 18 Brumaire de l'an 8, selon le calendrier révolutionnaire soit le 9 novembre 1799, les rues de Paris s'éveillèrent à la nouvelle qu'un complot jacobin se tramait pour renverser la République. La nouvelle était fausse, une rumeur délibérément répandue dans le cadre d'une conspiration bien plus réelle.
Le même jour, un jeune général de 30 ans, récemment revenu d'Égypte et salué comme le sauveur de la nation, comparut devant le Conseil des Anciens. Dans un discours théâtral, Napoléon Bonaparte dénonça le prétendu complot et convainquit les députés que, pour leur propre sécurité, ils devaient déplacer les assemblées législatives aux portes de Paris, au château de Saint-Cloud, et le nommer commandant des troupes de la capitale. Ce fut le premier acte d'un coup d'État minutieusement planifié qui, en 48 heures, mettrait fin au régime du Directoire et, avec lui, à 10 années de révolution. Le coup d'État de Brumaire n'était pas à l'œuvre d'un seul homme. Il s'agissait d'une conspiration civile utilisant un général comme bras armé. Parmi les conspirateurs figuraient 2 des 5 directeurs, dont Téligny Abbé Sieyès, celui-là même qui, avec son pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?», avait déclenché la Révolution en 1789. Sieyès et ses alliés, convaincus que le Directoire était un régime faible et Institut national d'économie Université nationale du Bénin ICAS, cherchèrent à réviser la Constitution, d'instaurer un exécutif fort, garant de l'ordre et consolidant les acquis de la bourgeoisie. Ils avaient besoin d'une épée, et ils la trouvèrent en la personne du général le plus populaire et le plus ambitieux de France, Napoléon Bonaparte. Le deuxième jour du coup d'État, le 19 Brumaire, le plan faillit échouer. À Saint-Cloud, Napoléon comparut devant le Conseil des 500 pour tenter de le convaincre. Mais cette chambre, où les députés jacobins étaient plus nombreux, l'accueillit au cri de « À bas le dictateur ». Hors la loi. Encerclé, hué et secoué, Napoléon, pâle et nerveux, faillit s'évanouir et dut être secouru par ses soldats. Ce fut son frère, Lucien Bonaparte, qui présidait par hasard le Conseil des 500, qui sauva la situation. Il entra dans la cour, s'adressa aux soldats qui gardaient le château et, dans un spectacle grandiose, affirma que des députés, payés par l'Angleterre, avaient tenté d'assassiner son frère à coups de poignard. Il harangua les troupes, leur ordonnant de disperser les traîtres et de sauver la République. Les soldats, menés par le futur maréchal Murat, entrèrent dans la salle en battant des tambours et évacuèrent les députés par les fenêtres. Cette même nuit, une poignée de députés proches des putschistes se réunirent pour donner au coup d'État un semblant de légalité. Ils votèrent l'abolition du Directoire et la création d'un nouveau gouvernement provisoire, le Consulat, composé de 3 consuls, Bonaparte, Sieyès et un autre ancien directeur, Ducos. Le coup d'État de Brumaire marqua la haine de la Révolution française. Bien que Napoléon ait prétendu être venu sauver et achever la Révolution, il l'a en réalité étouffée. Le slogan « Liberté, égalité, fraternité » fut progressivement remplacé par un nouvel ordre fondé sur l'autorité, la hiérarchie et l'efficacité. Les conséquences furent immédiates et profondes, la haine de l'instabilité politique, le coup d'État a mis fin à 10 années de troubles, de changements de régime et de soulèvements populaires. La bourgeoisie, lassée du chaos, a accueilli avec soulagement l'arrivée d'un homme fort qui promettait ordre et stabilité. Début d'un régime autoritaire, bien que nominalement une république, le consulat fut d'emblée un régime autoritaire dominé par la personnalité de son premier consul, Napoléon Bonaparte. La nouvelle constitution de l'an 8, rédigée sous sa supervision, lui accorda un pouvoir quasi dictatorial, concentrant entre ses mains tout le pouvoir exécutif et le droit d'initiative législative. La consolidation des acquis bourgeois, Napoléon ne restaure pas l'ancien régime. Au contraire, il se présente comme l'héritier qui consolidera les acquis les plus importants de la Révolution pour la bourgeoisie, l'abolition du féodalisme, l'égalité devant la loi, la garantie de la propriété privée, notamment celle des biens nationaux achetés à l'Église, et l'ouverture des carrières aux talents. Avec le coup d'État de Brumaire, la France passa de l'anarchie du Directoire à l'ordre d'une dictature militaire. La décennie d'expérimentation révolutionnaire était terminée. L'ère napoléonienne commençait, une période de 15 ans durant laquelle un seul homme, à la fois produit et destructeur de la Révolution, allait remodeler les institutions de la France et la carte de l'Europe. 161 astuces 1. Aperçu, concentrez-vous sur la compréhension des processus de changement à long terme plutôt que sur la mémorisation de dates isolées.
Pour réussir le cours de culture française 1, il est essentiel d'adopter une perspective qui dépasse la simple mémorisation d'événements isolés. La clé du succès réside dans le développement d'une vision holistique, c'est-à-dire la capacité à comprendre les grands processus de changement à long terme qui ont transformé la France du Moyen Âge à la Révolution. Il ne s'agit pas de réciter une liste de rois ou de batailles, mais plutôt de comprendre les profonds changements intervenus dans la structure du pouvoir, l'organisation de la société et les mentalités. L'analyse doit s'attacher à suivre le fil conducteur de la construction de l'État moderne. Elle doit commencer par comprendre l'extrême fragmentation du pouvoir au cours du Haut Moyen Âge, un monde dominé par le système féodal où l'autorité du roi était souvent purement théorique et éclipsée par celle de ses propres vassaux. De là, l'étude doit retracer le lent et souvent violent processus de centralisation monarchique mené, avec patience et ruse, par la dynastie capétienne. Des gurs comme Philippe Auguste, qui quadrupla la domination royale, ou Saint-Louis, qui imposa la justice du roi à celle des seigneurs, constituent des jalons fondamentaux sur ce chemin. Ce processus de consolidation n'a pas été linéaire. L'étude doit identifier les moments de crise qui ont menacé de l'inverser, comme la guerre de 100 ans, qui a failli désintégrer le royaume mais, paradoxalement, analement renforcer la gure du roi comme symbole d'unité nationale. Le tournant se situe à la Renaissance et aux guerres de religion, où la monarchie, incarnée par François Ier, commence à développer les attributs d'un État moderne, doté d'une cour manique et d'une administration en expansion. Les guerres civiles de religion du XVIe siècle représentent le dernier grand dé lancé au pouvoir central, mais leur résolution, avec l'avènement d'Henri IV, consolide l'idée que seule une monarchie forte peut garantir la paix. Le XVIe siècle, avec l'œuvre acharnée des cardinaux Richelieu et Mazarin, qui ont soumis la noblesse et détruit les particularismes, représente le prélude à l'apogée du système. Le règne de Louis XIV marque l'aboutissement de ce millénaire d'histoire, le triomphe de l'absolutisme, où le pouvoir, la souveraineté et l'État s'incarnent dans la personne du roi. L'étude du XVIe siècle doit être comprise comme le processus inverse, la déconstruction idéologique de cet édit absolutiste. Les idées des Lumières, en remettant en cause le droit divin, en proposant la souveraineté nationale et en critiquant la société privilégiée, ont vidé le système de sa légitimité. La Révolution française n'a pas été un accident, mais la conclusion logique de l'incapacité de ce système, une fois construit, à se réformer. En bref, la vision d'ensemble consiste à appréhender l'histoire de France durant cette période comme une lutte longue et dramatique entre les forces de fragmentation, féodalisme, particularismes provinciaux, factions religieuses, et les forces de centralisation, la monarchie. Adopter cette perspective permet d'organiser l'immense quantité d'informations, de relier les différents sujets du programme et, de démontrer une compréhension approfondie, plutôt que superficielle, du sujet. 162 Astuce 2, interconnexion, relier toujours les manifestations culturelles, art, littérature, au contexte politique, social et économique de leur époque. Pour parvenir à une compréhension approfondie de la culture française, il est essentiel d'abandonner l'idée que l'histoire de l'art, de la littérature ou des idées se développe en vase clos, de manière autonome. Le principe méthodologique fondamental doit être celui de l'interconnexion, la capacité à relier systématiquement les manifestations culturelles au contexte politique, social et économique de leur époque. Chaque œuvre d'art, chaque poème, chaque système philosophique est, dans une large mesure, un produit de son époque, un rite de ses valeurs, un symptôme de ses tensions ou une réaction à ses crises. L'analyse doit se efforcer d'établir ces liens. Par exemple, il est impossible de comprendre la magnificence et la structure d'une cathédrale gothique sans la relier à plusieurs facteurs contextuels, l'essor des villes et la rareté civique de la bourgeoisie qui contribua à leur lancement, le renforcement de la monarchie capétienne, qui de l'opus francigénum un art national, et, surtout, la théologie scolastique et la métaphysique de la lumière, qui en constituèrent le fondement symbolique. De même, la poésie courtoise des troubadours ne peut être comprise sans le cadre de la société féodale.
Leur conception de l'amour comme « veste du cœur », avec son vocabulaire de service, d'hommage et de récompense, est une sublimation et un rite direct des relations sociales qui unissaient un chevalier à son seigneur. La Renaissance française ne se résume pas à un style importé d'Italie. Son adoption est intrinsèquement liée aux guerres d'Italie et à la volonté de rois comme François Ier d'utiliser le mécénat artistique comme un instrument de prestige et d'affirmation d'un pouvoir monarchique de plus en plus centralisé. Les châteaux de la Loire ne sont pas que de manichéisme, ils sont la manifestation magistrale d'une aristocratie abandonnant la fonction militaire pour devenir une noblesse de cour. Le classicisme du XXe siècle est indissociable du triomphe de l'absolutisme. L'idéal d'ordre, de raison, de clarté et de symétrie qui imprègne les tragédies de Racine, l'architecture de Versailles ou les jardins de Le Nôtre est le miroir esthétique de l'idéal politique de Louis XIV, un royaume unié, ordonné et rationalisé, où tout gravite autour d'un centre unique, le roi soleil. La création des académies est la manifestation de la volonté de l'État de contrôler et de réguler la production culturelle. Le siècle des Lumières ne peut être compris sans la crise de conscience européenne qui l'a précédé. L'esprit critique des philosophes, leur foi en la raison et leur lutte contre l'absolutisme et le dogmatisme religieux sont une réponse directe aux guerres de religion du siècle précédent et à l'absolutisme oppressif de la haine du règne de Louis XIV. L'encyclopédie, avec sa revalorisation des arts et métiers, est également l'essor de la bourgeoisie et de ses valeurs, l'utilité, le mérite et le progrès technique. Pratiquer cette interconnexion constante est la clé pour dépasser la connaissance superficielle. Elle nous permet de construire un récit cohérent et complexe, où les idées ne ôtent pas dans l'air, mais s'incarnent dans les structures sociales et les événements politiques, et où l'art et la littérature ne sont pas de simples ornements, mais des documents essentiels pour comprendre l'âme d'une époque. 163 Conseil 3, lecture. Prenez le temps de lire les textes requis, ils constituent un élément fondamental de l'évaluation et fournissent des informations clés pour chaque période. Lors de l'évaluation anale du cours, les textes obligatoires ne constituent pas un élément secondaire ou complémentaire, ils constituent un élément fondamental du programme et de l'évaluation, avec une pondération spécifique pouvant atteindre 30% de la note totale. Ignorer ou préparer superficiellement ces textes est l'une des erreurs les plus graves. Il est essentiel de leur consacrer un temps d'étude spécifique et approfondi, car ils évaluent non seulement la connaissance du contenu, mais surtout la capacité à analyser de manière critique une source primaire et à la relier à son contexte historique et culturel. La première étape de l'étude de ces textes est, bien sûr, une lecture attentive et active. Il ne suffit pas de les lire une seule fois. Il est nécessaire de les approfondir, idéalement crayon à la main, en soulignant les idées principales, en notant en marge les doutes ou les liens avec d'autres sujets, et en résumant l'argument central de chaque œuvre ou chapitre. Il est essentiel d'identifier le genre auquel appartient le texte, chronique, essai, poème lyrique, manifeste, tragédie, car cela déterminera les outils d'analyse à appliquer. Une fois le contenu littéral du texte compris, le travail d'analyse doit se concentrer sur l'identification des indices contextuels. Cela implique de répondre à une série de questions fondamentales concernant chaque lecture, qui est l'auteur. Il est important de connaître sa brève biographie, sa position sociale, ses idées et son rapport au pouvoir. Écrit-il depuis la cour, comme Racine ou Saint-Simon? Depuis l'exil, comme du Bellay? Depuis la marginalité, comme Villon? L'identité de l'auteur est la première clé pour comprendre son point de vue. Quand et où le texte a-t-il été écrit? Une datation précise est cruciale. Un texte écrit à la veille des guerres de religion ne peut être interprété de la même manière qu'un texte écrit à l'apogée de l'absolutisme de Louis XIV. Le contexte historique immédiat éclaire les allusions, les polémiques et les intentions de l'auteur. Quelle est l'intention de l'auteur et quel est son public cible? Aucun texte n'est neutre. Cherche-t-il à hâter un mécène, comme Ronsard? À justifier une entreprise politique, comme l'abbé Suger? À critiquer subtilement la société, comme La Fontaine?
À défendre une nouvelle esthétique, comme du Bailey. Identifier l'analité du texte et son public cible, l'élite de la cour, la bourgeoisie cultivée, les delles d'une paroisse, est essentiel pour en saisir le sens. L'étude doit permettre de relier le texte au thème majeur du cours. La lecture obligatoire ne constitue pas un sujet isolé, il s'agit d'une étude de cas illustrant un phénomène plus vaste. Par exemple, la chanson de Roland doit être analysée comme l'incarnation de l'idéal chevaleresque et de la mentalité croisée. Un essai de Montaigne doit être lu comme une manifestation du scepticisme humaniste face au dogmatisme religieux de son temps. L'art poétique de Boileau est le manifeste du classicisme et de la politique culturelle de l'absolutisme. La préparation à l'examen devrait inclure des exercices de rédaction de commentaires de texte. Sélectionner un extrait pertinent de chaque lecture et rédiger une analyse brève et structurée, introduction, discussion thématique, conclusion, constitue le meilleur entraînement possible. Cet exercice permet non seulement d'organiser les idées, mais aussi de développer l'expression écrite en français dans un format académique, une compétence qui sera évaluée avec la même rigueur que les connaissances historiques. En N de compte, les lectures ne sont pas une annexe du cours, elles en constituent le cœur, le lieu où l'histoire prend vie à travers les voix de ses protagonistes. 164 Astuce 4, pratique de la langue, essayez d'écrire des résumés ou des plans des sujets en français pour gagner en nudité et en précision pour l'examen. Puisque l'ensemble du cursus, des cours magistraux à l'examen NAL, est dispensé entièrement en français, consolider ses compétences linguistiques n'est pas un objectif secondaire, mais une condition indispensable à la réussite. Maîtriser le contenu historique et culturel est inutile si l'on ne peut s'exprimer clairement, précisément et avec exactitude en français. Il est donc essentiel d'intégrer activement et systématiquement la pratique de la langue à ses études, en recherchant toujours une immersion dans la langue au-delà de la simple mémorisation. L'une des stratégies les plus efficaces pour améliorer la fluidité et la précision lors d'une épreuve écrite consiste à rédiger activement des résumés et des plans. Après avoir étudié chaque sujet ou section du programme, au lieu de simplement souligner ou relire, il est fortement recommandé de prendre une feuille blanche et de rédiger un résumé des points clés ou un plan structuré, en français uniquement. Cet exercice vous oblige à reformuler vos idées avec vos propres mots, à trouver le vocabulaire approprié et à construire des phrases grammaticalement correctes. Cela peut paraître lent et difficile au premier abord, mais c'est le moyen le plus efficace d'assimiler le vocabulaire spécifique de l'histoire et de la critique littéraire, termes tels que féodalité, monarchie absolue, humanisme, classicisme, lumière, et acquérir connaissance en ses propres capacités de production écrite. La révision périodique de ces résumés permet non seulement de réviser le contenu, mais aussi d'établir les structures linguistiques correctes. Outre les travaux écrits, il est très bénéfique de s'exposer régulièrement à la langue française dans un contexte culturel pertinent. L'objectif est d'habituer son oreille et son esprit au rythme et à la sonorité du français académique et cultivé. Aujourd'hui, d'innombrables ressources en ligne permettent cette immersion, documentaires et émissions historiques, des plateformes comme YouTube ou les sites web des chaînes de télévision françaises, comme Art ou France Télévisions, proposent une multitude de documentaires de qualité sur toutes les périodes concernées. Les visionner en version originale, avec ou sans sous-titres français, est un excellent moyen de se familiariser avec la prononciation correcte des noms propres et d'écouter des historiens et des experts expliquer clairement les sujets. Cours universitaires en ligne, de nombreuses universités françaises et le Collège de France mettent à disposition du public des enregistrements de leurs cours et conférences. Écouter un professeur d'université français parler de Ronsard, de Molière ou de la Révolution est une formation exceptionnelle. Livres audio et lectures dramatisées, écouter des livres audio d'œuvres littéraires ou de textes historiques du programme peut être une façon très agréable d'assimiler le contenu et, en même temps, d'améliorer la compréhension orale et la prononciation. Cette pratique linguistique constante ne doit pas être considérée comme une tâche supplémentaire, mais plutôt comme une partie intégrante de la méthode d'étude.
En lisant, en écrivant et en écoutant régulièrement en français, vous améliorerez non seulement vos compétences linguistiques, mais aussi une compréhension plus approfondie et plus nuancée de la matière. L'objectif ultime est d'arriver à l'examen avec les connaissances nécessaires, mais aussi avec la fluidité et la connaissance nécessaires pour les exprimer d'une manière qui reste le niveau d'un étudiant universitaire, démontrant ainsi l'atteinte de l'un des principaux objectifs d'apprentissage de la matière.